Bonjour, bienvenue à cette table ronde de débriefing du CES 2020. On est content de vous accueillir sur ce grand salon et sur le débriefing de ce grand salon qu'est le Consumer Electronics Show. Juste pour vous donner quelques chiffres, pour situer un peu le salon de cette innovation technologique et de l'électronique grand public. 175 000 personnes sur ce salon qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. On a 25 hectares, la taille de ce salon-là, pour que vous puissiez un peu situer, et 4400 exposants. Je vais laisser chacun de ces experts qui sont allés au salon. Alors moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller à ce salon. Nos 3 experts y sont allés et nous, on a la chance de les avoir aujourd'hui pour faire ce débriefing et puis que chacun puisse nous donner son avis, son ressenti sur ce qu'il a pu voir et ce que nous, dans la salle, on peut tirer comme réflexion autour de ces innovations. Et je vais laisser chacun se présenter. On va commencer par Corinne. Corinne Busson-Benamou, donc je dirige le développement à l'international d'Angers French Tech. C'est une coopérative qui est née il y a 2 ans à peu près, et je travaille sur Angers French Tech depuis 2015, et donc des CES, j'en ai fait quelques-uns, tant le CES de Las Vegas que le CES de Shanghai en Chine, qui a lieu en juin également. Et donc voilà, on travaille avec Michael Toby d'Emotic. Voilà. Bonjour à toutes et tous, Michael Toby, fondateur d'Emotic. Nous réalisons des interfaces innovantes. Et pour nous, en tout cas, le CES, c'est 12 ans que l'on s'occupe de nos clients. À la base, nous étions que quelques personnes à le faire. Aujourd'hui, c'est 150 clients que nous accompagnons sur le CES avec 2 petites choses. La première, c'est la capacité qu'on a à gérer des tours pour eux. Ce que tu disais tout de suite, c'est qu'il y a 4500 exposants et une personne normalement constituée est en capacité de voir entre 50 et 60 exposants par jour. Donc sur un événement qui dure 4 jours, vous ne voyez pas 1 pour 10 ou 1 pour 20 du field présent. Donc si vous ne préparez pas correctement votre venue, obligatoirement, c'est du tourisme. Et puis la deuxième chose que l'on fait, ce sont des REX tous les soirs pour mieux comprendre les tendances telles qu'on va pouvoir les voir aujourd'hui. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérôme Gourdin, je suis responsable du Lab Innovation chez Niji. Donc Niji, c'est une entreprise qui est dédiée à la transformation digitale des entreprises. On est 950 collaborateurs sur toute la France avec un bel ancrage à l'ouest puisque on est basé à Rennes, à Nantes et à Bordeaux. Et nous on se rend sur le salon depuis 6 ans. Moi c'était ma 3e année personnellement. On y va pour plusieurs raisons. Le premier, c'est de nous-mêmes aller c'est de la veille en fait pour nous ce salon, et on revient pour faire des débriefs qu'on donne partout en France chez nos clients pour donner à voir les grandes tendances de ce salon, parce que notre conviction c'est que c'est un marqueur fort des tendances de la tech, dans l'informatique, dans l'électroménager. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment le salon il a pu évoluer, partir sur des nouvelles catégories. Aujourd'hui, le tourisme est présent au CES, l'agriculture est présent au CES, la food tech également. Enfin, il y a tout un tas de nouvelles catégories, de nouveaux produits qu'on peut voir arriver sur le salon. Et donc, pour nous, c'est un véritable grand moment de veille annuel. Exactement. Et alors, le programme qu'on vous propose, c'est justement de vous faire ressentir un peu ce salon-là. Et donc, je vais demander à nos différents experts, à nos 3 experts, de présenter chacun ce qu'on a appelé des tops et des flops. C'est-à-dire de nous présenter 2 produits, 2 innovations qu'ils ont aimées et un qui les a un peu plus déçus. Et avant de faire ça, ce que tu disais, Jérôme, effectivement, l'idée, c'est avant de rentrer dans des produits et de les décrypter, c'est de parler des grandes tendances. Parce que quand il y a beaucoup d'exposants et quand il y a une taille de salon, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ressent comme thème qui vont peut-être accompagner l'innovation dans les quelques années à venir. Et quand on a préparé cette table ronde, il y a un premier thème sur lequel je vais interroger Michael, qui est la notion de la mobilité. Comment on ressent la mobilité sur ce salon ? Aujourd'hui, la mobilité, c'est quelque chose qui est en train de se transformer à une vitesse qui n'a jamais été vue dans l'histoire de l'humanité, en fait. Aujourd'hui, on a des acteurs, qui soient français ou au niveau monde,
qui essaie de reproduire ce qui s'est vu par le passé. Ce que l'on reproduit à peu près, c'est ce qui se fait depuis 100 ans. C'est une très jolie diligence. Donc on met un moteur, qu'il soit cheval ou moteur, j'allais dire à explosion, à l'avant de la voiture. Derrière, on va avoir un cockpit où on va mettre la personne et un coffre à l'arrière. Et aujourd'hui, dans la mobilité, ce qu'on essaie, c'est de révolutionner la totalité de tout cela avec une célérité, une vitesse, que je vous disais, qui n'a jamais été vue. Aujourd'hui, pour sortir une voiture, on nous annonce entre la première idée et la réalisation industrielle, moins de 4 ans. En 3 ans et demi, on est capable de passer d'une idée à une réalisation technique. Et tout cela, bien sûr, avec l'avènement de 2 choses. La première, c'est tout ce qui est électrique, bien évidemment. Et une seconde chose, c'est tout ce qui est hydrogène aussi. On en parle peu ou un peu moins en France, mais en allant voir justement ce qui se passe à Shanghai, on voit un intérêt profond, en tout état de cause, de la Chine sur, en tout cas, ce mode de propulsion. Et on a des Chinois qui, à un moment, pourront nous donner des conseils en termes green grâce à cette capacité d'avoir de l'hydrogène et non de la batterie, avec tous les écueils que l'on peut connaître sur ces batteries. Donc la mobilité qu'on va redécouvrir tout à l'heure. Et il y a un deuxième thème qui était cher à Jérôme, qui nous parlait de l'humain augmenté, du transhumanisme, qui t'a marqué justement sur ce salon. C'est quelque chose qu'on voit arriver depuis plusieurs années, hein, cette notion d'augmenter l'être humain. Je trouve que cette année, c'était particulièrement fort. Notamment, il y avait un exemple extrêmement criant. C'était la conférence de Delta Airlines, donc, qui est un opérateur qui est un concurrent d'Air France, fondamentalement, et qui a décidé d'équiper ses bagagistes d'exosquelettes qui ont une batterie de 9 heures, qui peuvent augmenter jusqu'à 20 fois la force de ces bagagistes. On voit aussi Samsung qui présentait un exosquelette principalement pour le bas du corps à destination du grand public, donc avec un prix accessible pour le grand public. Et vraiment, cette idée-là, elle est assez forte. On la retrouve également dans la santé. La santé qui est, en fait, probablement depuis 3 ans où je vais au CES, je vois vraiment ce secteur-là grandir, être de plus en plus innovant, mobiliser notamment l'intelligence artificielle et la prédiction pour à la fois augmenter l'humain, mais aussi anticiper ses potentielles maladies. Et puis il y a un sujet que j'ai vu émerger l'année dernière et cette année, c'est celui de la smart home qui se réinvente aussi pour augmenter encore une fois l'être humain. Voilà, la smart home pendant plusieurs années, c'était essentiellement pouvoir contrôler de manière automatique ses lumières, ses stores. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a fait le tour. Et aujourd'hui, on voit comment la maison permet d'augmenter l'être humain, notamment sur la population silver, pour les maintenir le plus longtemps à domicile. Donc en fait, on augmente l'humain pour qu'il soit de plus en plus autonome et qu'il puisse ne pas forcément rentrer en EHPAD trop tôt et conserver une vie normale à son domicile en ayant une maison qui l'augmente. Donc ça, c'était pour moi vraiment quelque chose de transverse, en fait, multisectoriel au sein du salon. Et un dernier zoom de Corinne qui va nous parler de la résilience, qui était aussi quelque chose qui était abordé lors du salon. Voilà, pour l'opening cérémonie du CES, tous les ans, depuis des années, on entend parler effectivement des grandes tendances tech, mais la place de l'homme n'avait pas encore trouvé ses lettres de noblesse, quoi. Et donc là, cette année, on a entendu parler directement par Gary Shapiro de résilience. On a entendu parler de Tech for Good, ce qui est vraiment quelque chose de nouveau. On a entendu parler de parité. Là encore, il y avait vraiment du travail parce que pour aller au CES depuis plusieurs années, je peux vous dire que la parité, on en est à des années-lumière. On a entendu parler de gouvernance nord-sud, ce qui me semblait vraiment intéressant, et je pense que c'est un créneau qui est un peu salvateur aussi pour le CTA, le CES, parce qu'en fait, on a beaucoup moins d'Asiatiques que les années précédentes à cause de la politique de Trump. Et par conséquent, il fallait trouver de nouveaux pays à conquérir. Et donc, effectivement,
Ils sont en train de mettre en place un programme très intéressant avec notamment de l'Afrique. Et il va y avoir des subventions importantes l'an prochain pour faire venir des startups africaines au CES. Donc voilà, Climate Change aussi a fait enfin apparition au CES. Donc c'est clair que c'était le mardi matin, le mardi après-midi, il y avait quand même Ivanka Trump qui faisait une conférence. Donc voilà. Mais en tout cas, des nouvelles orientations qu'on attendait depuis longtemps et qui redonnent une dimension humaine au CES et aux tendances tech à venir. Merci. Donc déjà, 3 tendances, en tout cas des thèmes remarquables par nos 3 experts. La mobilité, l'humain augmenté, la résilience. Alors maintenant, j'imagine que vous avez tous envie de voir des exemples pour sentir des produits et voir à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on va faire maintenant avec ce que je vous expliquais, les tops et les flops. Alors on ne va pas vous parler de l'hélicoptère ou de la pomme de terre connectée là. On va faire, et ce qu'on essaye de faire, c'est essayer de vous montrer des produits, de l'électronique grand public, c'est le thème du CES, mais surtout, c'est ça que je vais demander à nos 3 experts, c'est d'avoir un décryptage pour se dire comment dans la salle, qu'est-ce que ça signifie ce produit et comment ça doit nous aider à réfléchir la façon dont on envisage l'innovation ou le digital. Corinne, on commence avec vous. Il y a un premier produit sur lequel vous vouliez nous parler, qui est effectivement cette montre connectée électrocardiogramme de Weezings. Oui, tout à fait. Donc c'était une innovation forte qu'on a découvert donc au CES Unveiled la veille du CES. C'est Eric Carrel, c'est l'équipe de WinThings qui l'a mis en place, et donc j'ai trouvé ça assez pertinent parce que je pense que voilà, c'est non seulement innovant, mais ça peut sauver des vies. Donc un électrocardiogramme sur une montre, on appuie sur le bouton, si on sent des palpitations, en fait, on peut tout de suite avoir son ECG en 30 secondes. Et voilà, c'est un objet qui est grand public, qui peut sauver des vies, qui est novateur, et je trouve ça assez génial, quoi. Michael, voilà, je crois que Michael est utilisateur. Oui. Ouais, ce qu'on disait, c'est à la vue de ce qui se passe sur le CES, il faut toujours se replacer sur une échelle de temps de 3 ans, en fait. Et il y a 3 ans, lorsqu'on parlait de ce genre de choses pour une montre, j'allais dire, la totalité des analystes levaient les yeux au ciel en disant un ECG sur une montre ne sera jamais possible. 3 ans, force est de constater que petit 1, c'est possible, petit 2, c'est commercialisé. C'est ce qui est fou. Et donc on continue sur la santé avec un deuxième top de Corinne. Oui. Alors, on voit cet objet-là, qui est une lampe, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette lampe ? Ça a été mon coup de cœur. C'est une lampe qui est destinée aux dyslexiques, donc tant les enfants que les adultes. Ça aide à l'apprentissage de la lecture. En fait, la lumière qui est diffusée, elle permet au cerveau, en fait, de détecter les P et les B. Et par conséquent, ça permet à tout dyslexique de pouvoir lire correctement, de pouvoir lire sans aucune appréhension. Et voilà, je trouve ça grandiose d'avoir inventé ça. C'est une start-up française et j'ai trouvé que c'était un beau coup de cœur. Merci. On change de domaine, on était sur la santé, et donc les tops du côté effectivement de Michael, c'est cette photo-là que vous voyez, qui est la solution Anki de Leroy Merlin, et dont tu voulais parler. Tout à fait, puisqu'elle a différentes particularités au-delà du produit. On va d'abord parler un tout petit peu du produit. Anki, c'est un projet qui est né il y a 5 ans sur les équipes Leroy Merlin, à un moment où ils se sont dit qu'il fallait unifier un marché qui est atomisé. Lorsqu'on achète une box, en fait, pour faire de la domotique à la maison, on va avoir envie d'acheter entre 6 et 7 produits très rapidement. Le seul souci, c'est que chaque produit a sa propre box. Donc l'idée de Leroy Merlin, qui était une idée qui était relativement simpliste, était d'unifier la totalité des protocoles, des API, et de pouvoir avoir un endroit unique pour adresser ces objets. La seule problématique, c'est que les petits camarades, les gens qui sortent, donc ces fournisseurs d'IoT, ont chacun leur box. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont réussi à pénétrer le marché de manière relativement importante en
alliant la totalité de ces fournisseurs derrière eux, et derrière eux, on a quand même du Somfy, du Legrand, du Netatmo, etc., ce qui est juste complètement fou. Et là encore, où la promesse est vraiment tenue, c'est qu'on va être en capacité d'avoir 400 devices qui vont être gérés directement par cette box. Là encore, lorsqu'on revient à 3 ou 5 ans en arrière, on avait des gens qui en aucun cas étaient capables d'ouvrir leur protocole, en aucun cas étaient en capacité d'ouvrir les API et encore moins les data. Donc là, aujourd'hui, on voit une vitesse, en tout cas dans ce type d'échange, qui est juste folle, entre des gens qui vont disrupter leur propre modèle. Un Somfy, en fait, adorerait pouvoir vendre plus de box et aujourd'hui donne l'occasion à Leroy Merlin de piloter la totalité des éléments qu'ils peuvent bien mettre en place dans une maison. Et la tendance qu'on voit, c'est aussi la tendance de l'ouverture ou des plateformes sur lesquelles on peut élargir. Et est-ce que tu penses que c'est derrière aussi une solution pour développer l'expérience client qui, justement, lui, a plein de box, a plein d'outils dans sa maison? Est-ce que c'est ça la recherche? Est-ce que c'est l'expérience client qui drive ça? Obligatoirement, on doit unifier cette expérience client. Il est impensable aujourd'hui pour, en tout cas un client et dans son parcours, d'avoir autant d'applications sur son téléphone portable qu'il a d'objets connectés dans une maison. Donc le but du jeu, au travers ce que fait aujourd'hui Leroy Merlin, ce que je vous disais, c'est d'unifier la totalité de ces parcours clients et en plus de mettre en place des gimmicks, c'est-à-dire vous vous levez le matin. Moi, j'ai envie que lorsque je parte de ma maison, la totalité des volets se ferment, qu'il fasse un petit peu moins chaud dans la maison parce que j'ai envie de faire attention à l'environnement. Et on va en parler tout de suite avec la mobilité derrière, c'est-à-dire que lorsque je monte dans ma voiture ou dans mon transport autonome, je vais avoir les mêmes presets à l'intérieur de ma voiture que dans ma maison. Exactement, donc on fait la transition avec la mobilité dont on a parlé en introduction dans les grandes tendances, et avec un produit qui est celui-là, et qui a aussi un potentiel et une façon de penser l'automobile et le transport de demain qui est assez intéressant. C'est pour nous, en tout cas chez Emotic, le gros coup de cœur de ce CES, parce que ce que vous êtes en train de voir là, en fait, c'est une voiture complète. Il ne manque plus qu'un joystick à cette voiture et vous faites du 150 km/h sur l'autoroute allemande avec. Aujourd'hui, dans les 30 cm d'épaisseur, ce que vous avez, c'est une batterie, la motorisation, les freins, la totalité des éléments. Et ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que ça amène à repenser la mobilité de façon complète. Aujourd'hui, que ce soit sur batterie ou avec de l'hydrogène, vous imaginez juste deux choses. C'est qu'en termes de manufacturing, c'est 30% de temps passé en moins, puisque ce skateboard, en fait, on va pouvoir le produire et à côté de ça, on va pouvoir produire en parallèle le cockpit. Et l'assemblage ne va se faire qu'à la fin. Ce qui est super amusant, c'est aussi d'imaginer que ce cockpit peut prendre des formes très très différentes. Et pour le coup, on peut avoir des formes et des habillages de voitures, là encore, qui sont pléthoriques. Donc d'un côté, le skateboard, de l'autre, l'habillage de cette voiture. Et là où ça devient très intéressant, c'est que cette start-up qui est basée à Los Angeles a démarré il y a 2 ans. Ce que vous voyez devant vous, c'est pas de l'impression 3D, c'est pas juste pour se dire qu'on a réussi à faire quelque chose, c'est quelque chose qui est industrialisable. Et eux pensent que dans 2 ans, leur véhicule sera sur les routes. Et il sera sur les routes non pas vendu et non pas loué. Et lorsqu'on se dit qu'une voiture, n'est ni vendue ni louée, eh bien le modèle économique, il est un petit peu particulier et c'est le modèle du membership en fait. Chez eux, vous souscrivez à la voiture. Et donc, vous allez la souscrire pour 1 mois minimum et lorsque vous partirez en vacances, vous pourrez rendre cette voiture. Et cette voiture, ce que je vous disais tout à l'heure, sera la continuité de votre maison. Elle sera connectée en direct avec votre maison. Et à l'heure de l'ouverture à la concurrence sur certains transports publics, on y voit directement une concurrence féroce pour ces transports, puisqu'en fait, clairement, cette jolie voiture va vous attendre à l'extérieur de chez vous, ce que je vous disais, avec la même température, la même typologie de lumière, votre série qui pourra redémarrer dans cette voiture, et cette voiture n'aura pas de motorisation apparente à l'avant du véhicule, on aura une capacité d'avoir 7 personnes sur ce type de véhicule, et je le répète encore,
Aujourd'hui, pour sortir un véhicule, il faut à peu près entre 6 et 7 ans. Ces gens-là vont sortir un véhicule en 3 ans et demi. Et c'était le rêve d'Akio Toyoda, en fait, lorsqu'il intervient sur la keynote du CES en 2018. Lui nous dit, moi j'ai perdu quelque part la conception du véhicule, puisqu'aujourd'hui, Toyota ne fera que ce type de plateforme, et on laisse libre cours à l'imagination de toutes les personnes qui vont pouvoir agréger de l'expérience autour de ce type de skateboard. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage, on parlait d'extrapoler un peu un simple produit, c'est que dans le vocabulaire qu'on utilise, il y a quelques mots aussi sur ce que vous voyez. Vous voyez, il y a le vocabulaire de personnalisation, on parle là un petit peu d'agilité, de plateforme, de modèle économique, tu évoquais avec de l'abonnement, etc. C'est-à-dire qu'on a tout le vocabulaire qu'on a dans le digital, on a l'impression qu'on est en train de faire une application mobile avec des vitesses que tu évoques, sauf qu'on construit une voiture. Et donc, on se pose la question de dire, est-ce que demain, il y aura des nouveaux constructeurs qui, à partir d'un socle commun, vont concurrencer nos Peugeot, Renault, etc. C'est des modèles nouveaux aussi. Obligatoirement, sachant qu'eux, en plus, restent sur les anciens modèles. Quand on voit les voitures électriques aujourd'hui, elles ressemblent toujours à ces fameuses diligences dont on parlait tout à l'heure, avec à l'avant une partie qui est plutôt dédiée au moteur, à l'arrière une partie qui est plutôt dédiée au coffre, et un habitacle, alors que les choses, ce qu'on se disait, vont évoluer à une vitesse qui n'a jamais été vue dans l'histoire. Merci. Et donc on va passer la main. Alors, on est toujours un peu dans le véhicule, mais là avec des véhicules un peu particuliers. Et ça, c'est un coup de cœur de Jérôme. Alors, au-delà de ce que vous voyez à l'écran, je vais faire simplement un petit rappel, puisque, comme le disait Michael, il faut avoir au moins 3 ans, voire 4 ans, pour bien comprendre ce qui se passe sur le salon. En 2017, l'industrie automobile avait sorti sa première roadmap concernant le véhicule autonome. Vous savez, cette fameuse catégorie 5 qui correspond à un véhicule capable de se conduire tout seul, sans volant, sans pilote, simplement des passagers. Et dans le trafic, ça c'est important de le noter. Bon, il s'est passé quand même plusieurs choses ces 3 dernières années. Déjà, en 2017, la roadmap annonçait 2021 pour les premiers véhicules full autonomes catégorie 5 en circulation. Bon, vous voyez, on est à l'aube de 2021 et on ne voit pas vraiment cela arriver tout de suite. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment des raisons d'entraînement sur ce qu'on appelle des cas aux limites, c'est-à-dire les cas d'usage particulier d'un véhicule. Et puis il y a aussi des problèmes de réglementation, des problèmes d'acceptation du public qui vont finalement pénaliser l'émergence de cette catégorie 5. Et puis il y a même un sujet encore plus, à mon avis, plus concret, c'est qu'il y a de nombreux constructeurs et on note PSA notamment en 2019 qui a décidé d'arrêter les investissements en R&D sur cette fameuse catégorie 5, disant que soit on n'y arriverait pas et c'est de l'argent gaspillé, soit si on y arrive ce sera trop cher pour faire des véhicules commercialisables. Et vous avez Navia également, qui est un fabricant de véhicules autonomes, qui a décidé qu'il n'irait pas sur cette catégorie 5 également. Ça nous laisse sur la catégorie 4. Alors qu'est-ce que c'est que la catégorie 4 ? Ce sont des véhicules autonomes, mais qui ont besoin pour fonctionner d'être dans un environnement maîtrisé. Donc il faut connaître la route, il faut connaître la zone dans laquelle on va pouvoir le faire fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que cette catégorie 4, elle ouvre beaucoup de perspectives intéressantes. Et certes, on ne sera pas sur un véhicule full autonome à l'intérieur du trafic. Pour autant, il y a plein de nouveaux use cases qu'on voit émerger. Alors, il y avait John Deere, par exemple, qui fabrique des tracteurs et qui a des tracteurs autonomes qui peuvent fonctionner dans des champs tout seuls. Alors, il y a un pilote qui est là en cas de problème, mais il n'a pas besoin de toucher à ses manettes. Et là, vous voyez bien, on est dans de la catégorie 4, on est dans une zone maîtrisée, un champ, il y a peu d'aléas qui peuvent venir perturber le dispositif, le véhicule. Et puis, il y avait une projection dans un futur que j'ai trouvé assez bluffante, qui était celle de Doosan. Donc, Doosan, c'est un fabricant industriel lourd en Corée. C'est un Coréen. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir comment la Corée s'est approprié le vide laissé par l'absence des exposants chinois. Et Doosan, c'était l'exemple parfait. Ils avaient un stand gigantesque, vraiment visuel, avec beaucoup de projections dans le futur, notamment celle-ci, qui est celle d'un chantier autonome avec des véhicules de travaux publics autonomes, notamment des tractopelles, des camions, des pelleteuses autonomes, le tout piloté par un drone qui analyse le chantier en temps réel et va donner des instructions aux différents engins. Alors ça peut paraître complètement fou,
on peut se dire oui, c'est une projection dans un futur extrêmement lointain. Pas si sûr, parce qu'en parallèle de Doosan, il y avait également des constructeurs de moteurs, notamment FTP Industrials, qui ont présenté un moteur électrique et qui fonctionne au gaz également, qui est capable de transformer l'énergie électrique en énergie motrice avec énormément de couples pour alimenter justement du matériel industriel, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des pelleteuses, des bulldozers. Et donc on voit comment l'électrification, l'autonomisation de catégorie 4 est en train de transformer finalement des cas qui sont souvent cachés par l'arbre qui est le véhicule autonome, qui a d'ailleurs été un arbre qui a caché toute cette forêt pendant les 3-4 dernières années du CES. Et aujourd'hui, cette catégorie 5 étant un petit peu en perte de vitesse d'un point de vue communication pour les raisons que je vous ai évoquées, on voit apparaître plein de nouvelles choses autour de la mobilité autonome. Et ça, c'est un cas illustratif, projectif, mais qui raconte bien, je trouve, cette histoire d'autonomie. Merci. Et il y avait un deuxième sujet qui était intéressant et que Jérôme voulait partager, c'est effectivement ce robot. Et alors on en entend, ça fait longtemps qu'on parle de robots, etc. Donc la question est, ce joli robot, qu'est-ce qu'il a de spécial et pourquoi il est intéressant? Alors, je vous ai parlé d'humain augmenté. À côté de l'humain augmenté, il y a aussi la substitution de certaines tâches à la machine. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Hein. Il y a plusieurs métiers dont on sait qu'ils sont 100% substituables ou théoriquement 100% substituables. Mais il y avait une catégorie de métiers qui était essentiellement humaine, qui étaient les métiers où il y a une dimension sociale et une faible dextérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande maîtrise de la main, de savoir-faire manuel pour pouvoir les faire. Et c'était une catégorie d'emploi, une catégorie de métiers où il y avait peu d'acteurs qui se positionnaient, et pour le coup, Pollen Robotics qui proposait son robot, un robot d'ailleurs qui est proposé en open source, qui va permettre à toute industrie de pouvoir expérimenter. Déjà, la démarche, je la trouve intéressante. Le robot, vous le voyez, il est particulièrement avenant, et pour une bonne raison, c'est parce qu'il est pensé pour des usages, notamment des usages d'accueil, où il y a une dimension sociale dans le métier, dans la pratique, et il y a une dimension de dextérité, puisque ces mains ne sont pas des mains très fortes, ce n'est pas des robots puissants, par contre, c'est des mains relativement précises, qui vont être capables de bouger des menus objets, de tendre certains éléments. Alors imaginez demain, vous arrivez dans votre hôtel Ibis, et la personne qui vous donne les clés, qui vous explique comment utiliser la chambre, utiliser les services de l'hôtel, ça pourrait être Pollen. Ça pourrait être ce joli robot qui ressemble, comment on avait dit, au Monsieur Jack du film de... Ah, il faut m'aider. De Tim Burton. Tim Burton, voilà. Et donc c'est une nouvelle catégorie d'emploi qui se trouve être perturbée, en tout cas potentiellement perturbée par l'arrivée de nouveaux robots avec, comme je le disais, une dimension sociale et une faible dextérité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup des 6 sujets, des 6 tops qu'on a vus, qui sont des choses dont on a déjà entendu parler, mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une sorte de finesse et un niveau atteint qui est beaucoup plus performant. On vous a présenté les tops, alors après on fait les flops. Alors les flops, c'est pas forcément un mauvais produit, c'est quelque chose qui peut être décevant, sur lequel on aurait aimé que ça aille plus loin. Et je vais continuer sur les robots avec un petit robot, et c'est ce petit robot-là Michael va nous expliquer ce qu'il fait. Alors, le flop n'est pas attribué au robot en lui-même, même si en termes d'usage, on pourra concevoir que son usage est relativement limité, puisque c'est un robot qui permet de ramener le papier toilette jusqu'aux toilettes. Et donc là, il faut avoir différents filtres, c'est-à-dire se dire qu'on va aux toilettes avec son propre téléphone portable, qu'on puisse avoir à faire appel à ce robot et qu'il puisse vous le ramener et ouvrir la porte par lui-même, ce qui donne déjà une certaine vision, en tout cas, du futur qui nous attend ou pas. Le flop, c'est vraiment la capacité que vont avoir certaines sociétés. Là, c'est Procter et on avait Kohler notamment aussi sur notamment des gens qui font des pommeaux de douche. Alors tout d'un coup, on a un pommeau de douche, on se dit que ce serait drôlement bien de lui mettre de l'IA par-dessus, qu'il soit connecté avec Alexa, et tout d'un coup, on se retrouve avec un pommeau de douche Alexa, et vous juste essayez de concevoir 2 petites secondes la capacité que vous avez à parler sous la douche à Alexa pour lui commander quelque chose. C'est juste relativement effrayant. Donc pour moi, le flop, c'est vraiment de passer par l'outil au lieu de passer toujours par l'usage, bien évidemment. Et alors cette réflexion, d'ailleurs, même quand on voit certains produits, on peut le voir du côté positif ou négatif, mais on sent qu'il y a certaines technologies qui arrivent sur lesquelles les usages ne sont pas encore définis,
La voiture, le socle que tu nous as montré tout à l'heure, par exemple, on voit un potentiel et le décryptage qui est fait, c'est de se dire, tiens, on imagine plein d'usages. C'est un peu ce cas-là en disant, parfois il y a des technologies, les usages sont à définir. Et c'est ça qui est, je trouve, aussi marquant dans le CES, c'est que c'est de l'innovation et qui n'ont pas tout un marché, qui sont parfois des choses, des prototypes ou des visions du futur. Et donc ça marche pas. Après, il y a la réalité du marché. Donc ça, c'était notre premier flop. Et le deuxième élément sur lequel on voulait intervenir, c'est pour Corinne, autour du digital et de l'innovation pour le bien-être de nos animaux. Voilà, donc les animaux étaient un peu partout au CES cette année. Et pourquoi j'ai choisi ce produit pour exprimer mon flop, c'est parce que... Alors, on peut mettre ça sur le fait que ce soit effectivement une différence culturelle, puisque de mémoire, c'est une start-up qui vient soit de Corée, soit du Japon. Donc, en fait, il s'agit d'un harnais que l'on attache aux animaux, en l'occurrence les chiens. Donc, il y a toute taille. Donc, il y a une couleur qui s'affiche sur le harnais. Et donc, cette couleur nous permet de connaître l'émotion de notre chien. Donc voilà, moi je reste très dubitative, je reste persuadée qu'un animal comme un chat, un chien, on peut avoir tout un tas oui, c'est ça, d'émotions en fait qu'on peut vivre à travers des regards, à travers un comportement. Et devoir mettre un harnais de couleur pour savoir s'il est heureux, s'il est stressé. Enfin voilà, moi ça ne m'émeut pas, ça ne me touche pas. Et il y avait pas mal de stands où effectivement ce genre de produits faisait ça le comble. Exactement. Et les quand Asiatiques notamment. Et quand on l'a débriefé, effectivement, on a souvent parlé de la différence culturelle, parce qu'il faut rappeler que le CES, c'est mondial. Donc on a, comme vous l'évoquiez, tous les pays, et la sensibilité des différents marchés est différente. Et donc, y a une sensibilité à différents sujets. On ne voit pas le digital de la même façon chez nous. Et du coup, ça va me donner la transition pour le dernier point, qui est ce que vous voyez à l'écran, que Jérôme va nous expliquer. Pareil, qui est une question de sensibilité aussi, et de comment on aborde certains sujets de société importants. Alors avant de commencer, je vais simplement essayer de vous mettre dans le contexte. On est à Las Vegas. C'est une ville qui est au milieu du désert, qui a des gros problèmes d'eau, qui allume des néons toute la nuit. Il y a de la lumière, il y a du gaspillage d'énergie en permanence. On est au CES, Consumer Electronics Show. Vous avez des écrans partout, ça brûle les yeux, ça fatigue les oreilles. Vous arrivez sur le stand de Samsung, c'est la taille d'un terrain de hand. Vous avez des écrans partout, des écrans qui tournent et autres. Et là, vous arrivez et vous avez le petit geste écolo de Samsung, qui est de proposer de transformer les boîtes de téléviseurs en petit mobilier ou en jouets pour enfants. Pour moi, ça c'était vraiment l'innovation en carton de Samsung, parce que je trouve que c'est à la fois intéressant parce que c'est une prise de conscience sur ces enjeux, les externalités négatives que peut avoir une entreprise, mais c'est pas à la hauteur d'un acteur comme Samsung. Donc d'un côté, je me dis c'est bien parce qu'ils choisissent de présenter quelque chose, ça va dans le bon sens, et dans l'autre, c'est tellement en fait petit, assez ridicule fondamentalement, que moi j'étais un peu déçu de voir ce chez Samsung. Alors il y a un flop, mais il y a aussi quelque part quelque chose de plus général au CES, et on en a parlé tout à l'heure. Nous, on parle de sustainability, vous avez parlé de résilience. Fondamentalement, on est sur des sujets qui sont très proches. Il y a des premiers pas qui sont faits par des sociétés. L'année dernière, on avait déjà identifié à l'Eureka Park, donc chez les startups, des startups qui se positionnaient avec des propositions de valeur green, vraiment orientées sustainability, résilience. Et cette année, ce qui était intéressant, c'était de voir comment des grands groupes choisissaient de s'intéresser à ces sujets. Et pour moi, l'exemple le plus frappant en termes d'annonce, pas forcément en termes de concret, c'était Mercedes-Daimler. Moi, j'ai eu la chance de participer à leur conférence d'introduction où ils ont présenté leur stratégie pour le futur de la marque, et où ils ont pris en tout cas, ils prennent un engagement face au monde, parce qu'ils choisissent le CES pour l'annoncer, donc c'est un engagement qu'ils prennent face au monde. Et ils prennent un engagement hyper fort en disant, nous, on va
on va choisir de nouvelles voies pour récupérer du métal, de l'aluminium. On va prendre de l'aluminium recyclé, on va prendre du métal recyclé. On va travailler sur améliorer la qualité de nos batteries, voire des nouvelles technologies de batteries pour pouvoir consommer moins d'électricité. On va faire en sorte que nos usines de production émettent moins de CO2, consomment moins d'énergie. Donc, ils prennent un engagement hyper fort pour aller dans le sens de la résilience, de la sustainability. Et je trouve que là, il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'un petit peu plus ambitieux que l'innovation en carton de Samsung. Ça nous laisse pas mal de défis pour les prochaines éditions et puis pour globalement la planète. On passe au flop et juste pour faire un petit élément de synthèse avant des questions que vous pourriez avoir, on voulait faire un petit bilan et autour d'une question, c'est effectivement pourquoi aller au CES ? Qu'est-ce que ça apporte à des entreprises qui peuvent être dans la salle et qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-bas et à quoi ça peut servir d'y aller ? On peut peut-être commencer avec Corinne. Alors, pourquoi aller au CES ? Parce que c'est le plus grand salon qui existe au monde dans la tech, parce que c'est là où on fait le plus de business. Moi, j'ai l'impression, depuis qu'on y est, qu'on a gagné plusieurs années en termes d'opportunités. En y allant, on a initié une relation très privilégiée avec Gary Shapiro. On l'a fait venir à plusieurs reprises sur Angers. Il nous suit aujourd'hui de très près. Grâce à lui, on a obtenu le World Electronic Forum à Angers, ce qui était juste exceptionnel puisque ça n'avait jamais eu lieu en Europe. Nos entreprises, en fait, aujourd'hui, les entreprises que l'on accompagne, on parvient, grâce à tous ces réseaux-là, à les aider pour du développement à l'international. Là, en l'occurrence, on avait 2 entreprises qui nous avaient demandé de leur proposer des rendez-vous sur New York et New Jersey, ce qu'on a fait. Et a priori, ça va matcher. Donc, il va probablement y avoir un prochain déplacement sur la côte Est pour initier ces marchés. C'est vraiment the place to be. On peut se déplacer et faire plusieurs salons dans l'année. Le CES, c'est l'endroit où tout est possible, tout est permis. Et je pense vraiment que si on n'avait pas eu le CES, on ne se serait pas développé, en tout cas à Angers French Tech, de la manière qui est la nôtre aujourd'hui. On n'aurait pas lancé cet appel à projet sur le territoire intelligent, sur la Smart City. Et voilà, on a déjà pris acte avec Gary Shapiro pendant le CES que l'an prochain, on serait bien présent, qu'on allait mettre en place une collaboration avec le CTA pour les entreprises du territoire intelligent. Et voilà, ça ne serait pas possible autrement. Pour nous, c'est preuve d'audace, c'est preuve d'opportunité. Et il n'y a qu'au CES que ça peut se faire. Vraiment. Ok. Michael, pourquoi une entreprise qui peut être dans la salle va au CES ? À mon sens, c'est vraiment pour rendre les choses concrètes. Lorsqu'on amont du CES, on va voir ces 150 sociétés que l'on va accompagner sur le CES. Certaines nous disent ça ne peut pas être la réalité. Le monde ne peut pas évoluer à cette vitesse. Et tout d'un coup, en arrivant sur ces 4500 stands, sur ces 250 000 mètres carrés, tout d'un coup, ils arrivent à mettre des images sur ce qu'ils aimeraient ou parfois n'aimeraient pas du tout voir en termes de vitesse et d'accélération notamment. C'est un formidable lieu de networking. On en était, j'allais dire, observateurs à un moment, mais des gens qui font un très joli vélo, ces gens qui sont basés en France, tout d'un coup rencontrent une très belle start-up avec des ex de Faraday Future à l'intérieur, et tout d'un coup, la personne qui vient les voir sur leur stand leur dit « mais vous savez que ce vélo devrait peser sûrement 10 kilos de moins ». Et donc le designer qui est sur place lui dit « mais comment il pourrait peser 10 kilos de moins ?» Eh bien en fait, il faudra enlever cette partie-là, la remplacer par tel composite. Et moi, je peux vous donner le nom de la personne qui va pouvoir vous aider à faire en sorte que votre vélo, pèse ces 10 kilos en moins, qu'il ait un phare qui soit beaucoup plus reconnaissable, qu'il puisse avoir 10 km d'autonomie en plus, etc., etc. Et je pense qu'il n'y a aucun autre endroit, en tout état de cause, en termes événementiels, qui puisse proposer ce type de valeur. Oui, on a une représentation de l'écosystème à l'échelle du monde,
de cette technologie. C'est Donc juste certains, folle. voilà, je peux être exposant, mais je peux aussi trouver un fournisseur à côté sur lequel je vais échanger. Ouais. Dans ce que l'on vient de vous dire, en fait, 180 000 personnes sur le CES, il y a 60 000 exposants. Pourquoi il y a 60 000 exposants sur le CES? Tout simplement parce qu'en fait, on a la totalité de ces fournisseurs aussi qui va être présent. Donc un Samsung ou autre va venir voir la totalité de ces N-1 et N-2 pour pouvoir discuter avec eux sur le salon. Donc à la fois on est exposant et à la fois attendee en fait. Jérôme, du coup un complément? Avant de répondre à ces questions, je pense qu'il faut déjà aussi penser qu'il y a deux types de population. Il y a les exposants, il y a les visiteurs. On ne va pas forcément rechercher la même chose. Les exposants, qu'ils soient start-up ou autres, là je vais plutôt témoigner rendre compte de témoignages que j'ai pu avoir. Notamment hier, j'ai pu échanger avec une société bretonne qui s'appelle Dilepix. Eux, ils m'ont expliqué, en fait, la première année, ils y sont allés parce qu'ils voulaient se donner une empreinte internationale, ils voulaient tâter le marché, et ils travaillent dans l'agritech, pour donner un peu de contexte, et ils voulaient être visibles, notamment des équipementiers agricoles américains, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, et des coopératives. Ils voulaient se donner de la visibilité. Et ça, c'est un exercice qui a été particulièrement réussi. Ils n'ont pas encore commencé à transformer, mais ils ont fait cet exercice. Et eux, ce qu'ils témoignaient, ils sont revenus cette année d'ailleurs, et en fait, ils m'expliquaient qu'ils ont eu plusieurs bonnes choses. Déjà, ils sont rentrés en contact avec les équipementiers aux États-Unis, donc c'était une opération réussie. Ils ont rencontré les coopératives d'Amérique du Sud qui, en fait, expliquaient, en fait, la Silicon Valley nous méprise un petit peu. Du coup, on aimerait bien travailler avec d'autres pays, et vous, ce que vous faites, ça nous intéresse. Donc, ils ont pris potentiellement des futurs clients. Ils sont venus cette année. Parce que l'année dernière, ils avaient aussi trouvé leurs investisseurs sur le salon. Il se trouve que nous, comme Emotic, chez Niji, on accompagne des clients sur le salon. On accompagnait la banque de gestion de fortune Indo-Suez l'année dernière. Et puis, il y a 2 business angels qui ont choisi d'accompagner Dilepix cette année et de les financer. Donc ça, c'est pour un acteur type start-up qui expose, mais la chose peut être exactement la même pour une plus grosse PME, Deltador par exemple, où le grand, ils étaient présents sur le salon aussi, et ils y trouvent leur compte. Ensuite, en tant que visiteur, déjà, il y a la première chose, moi je dis ça met une claque le CES. Quand on arrive là-bas, on se dit ah oui, le monde il avance super vite, et d'être là déjà ça fait en sorte qu'il va commencer à ne plus avancer sans nous. Donc c'est une prise de conscience, c'est une projection aussi sur un avenir qui n'est pas forcément certain, mais en tout cas ça donne une idée de ce que sera demain, et ça c'est une bonne chose. Ensuite, c'est un événement de networking incroyable. En plus, cette année il y avait un vrai effort qui était fait par Business France et la French Tech pour regrouper tout le monde dans le même casino. Toute la délégation France était dans le même casino, enfin le même hôtel casino. Du coup il y avait vraiment des événements de networking, il y a eu une très belle soirée organisée, donc ça permet de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément de notre industrie, mais confrontés à des problématiques de transformation digitale qui sont proches, des gens qui sont dans notre industrie également, ça peut être des futurs partenaires, des gens qu'on va pouvoir mettre dans son écosystème. Donc c'est un événement vraiment qui crée de l'émulsion, qui crée de la rencontre, qui crée de la surprise, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est extrêmement pertinent d'y aller. C'est une des raisons pour lesquelles nous on y va, le networking et la veille technologique également. Merci. C'est le temps pour prendre quelques questions. Je vais remercier pendant ce temps-là nos experts de nous avoir fait ces témoignages. Est-ce que dans la salle, vous avez quelques questions? Vous pouvez lever la main et on vous apportera un micro. Les gens sont timides, ils ont été scotchés par l'accélération que vous leur avez proposée. C'est toujours la première question la plus difficile. Personne? Est-ce que pendant ce temps-là, n'hésitez pas, hein. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? On en profite. On est pas mal dans le timing, on a encore 2 minutes, facile. Est-ce que vous y retournerez déjà l'année prochaine? Oui, on ira même. On va d'abord faire le CES Asia en juin. On va amener des entreprises là-bas. Et puis l'an prochain, on est déjà en pourparlers avec l'équipe de Gary Shapiro pour un partenariat sur le territoire intelligent. Donc on y sera en force l'an prochain, oui. Je voulais rajouter quelque chose. Le CES, c'est effectivement le lieu où l'on peut faire le plus de networking. Il faut savoir aussi que c'est un événement où on fait en moyenne 32 000 pas par jour. Sur plusieurs convention centers, puisqu'en fait, on prend des navettes pour se rendre d'un endroit à un autre.
Et voilà, on démarre généralement vers 6 heures. Enfin, cette année, c'était encore plus tôt que les années précédentes. Pour terminer vers 1 heure, 32 000 pas par jour, c'est vraiment du business, quoi. Et du sport. Et du sport. Michael, un mot ? Ça permet d'absorber les quelques calories que l'on peut prendre sur place au passage. On y sera bien évidemment pour la 13e année. Le conseil, que ce soit chez Niji, chez Emotic, c'est un moment de se dire de quelle façon on peut avoir de la valeur ajoutée à être sur place. On se disait, c'est 14 heures pour y aller, c'est 9 heures de jet lag en termes de différence, c'est entre 15 et 20 km par jour, et là-dedans, vous allez être noyé sur une masse d'informations qui est exceptionnelle. Donc ce qu'il faut par vous-même ou au travers de sociétés, c'est vraiment prendre ce sujet avec le plus grand des sérieux pour qu'il ait la valeur ajoutée la plus importante pour vous. C'est pour ça que lorsqu'on est sur des CODIR ou des COMEX, bien évidemment, eux souhaitent se faire accompagner pour que ces 20 km soient d'une efficience rare dans la journée. De décrypter un peu tout ce qu'on peut voir. Jérôme ? En fait, même, je vais compléter ce que tu dis, c'est à la fois de se faire accompagner, mais qu'on soit exposant fondamentalement ou qu'on soit visiteur, il y a quelque chose à mon avis qui est central, c'est que c'est un événement gigantesque, on vous a donné les chiffres, mais vraiment ça surprend, quand on arrive. Déjà la ville est immense, l'événement l'est aussi, c'est de se préparer. Être une start-up, aller au CES, il y a de la place que pour les meilleurs. Et sinon vous êtes invisible. Les startups, elles témoignent, souvent celles qui viennent pour la 2e année, elles viennent vraiment préparées, elles viennent avec des gens qui les accompagnent pour la relation presse. Étonnamment, ça se passe à l'autre bout du monde, mais ça a une visibilité incroyable sur le marché français. Si vous réussissez bien votre plan presse, en fait, vous pouvez avoir une visibilité dans tous les médias. Donc ça, c'est typiquement un témoignage que j'ai pu avoir hier soir d'Alban, qui est le CEO de Delepix, qui me disait, nous, cette année, on a bien préparé et on a pu avoir des retombées presse en France assez incroyables. Ça oblige aussi à se préparer soi-même. Le CES, qu'on soit exposant ou pas, en fait, on va être confronté à des rencontres dans tous les sens. Il faut bien parler anglais, il faut bien préparer son pitch en anglais, en 1 minute, parce que vous avez quand même beaucoup d'Américains et les Asiatiques, c'est un peu pareil. Au bout d'1 minute, les gens ils vous écoutent plus si ça ne les intéresse pas, donc il faut convaincre super vite. Il faut structurer tout ce qu'on va avoir en termes de documentation. Là, je parle pour les exposants, mais il faut vraiment bien travailler, que ce soit hyper pro. On voit la différence d'ailleurs. Moi, je trouve que la French Tech, elle était vraiment plus mature cette année. Ça fait seulement 3 ans que j'y vais et déjà j'ai vu des évolutions. Les gens qui reviennent, ils viennent avec des supports visuels, ils viennent avec des protos de qualité. Donc vraiment venir préparer sur cet événement. Et quand vous êtes en tant que visiteur, c'est de préparer les rencontres que vous voulez faire. Prendre des rendez-vous en amont. Il y a des startups qui ne sont visibles, il y a des sociétés, pas que des startups d'ailleurs, qui sont visibles que dans des salles, dans des suites des hôtels. Le CES met à disposition des suites pour des rencontres privées. C'est des moments privilégiés où vous allez pouvoir avoir des vrais échanges un peu plus construits. Et puis c'est au retour aussi, c'est de bien activer tous ces rendez-vous, de bien comprendre aussi la mentalité américaine. Voilà, un Américain, il faut le contacter dans les 24 heures après qu'il vous ait remis sa carte, sinon il vous oublie et il ne se passera rien. Donc il faut bien préparer ce salon, ce CES. C'est un salon comme les autres, donc ça se prépare, mais c'est un salon international qui est vraiment un salon haut de gamme, et donc il faut être à la hauteur de cet enjeu. Mais ça vaut le coup, et vraiment pour avoir échangé avec beaucoup de startups, plusieurs grands groupes également, ils sont très peu à ne pas y retourner ou à regretter d'y être allé, parce qu'en fait l'accélération elle est assez forte, ça donne une vraie visibilité internationale, ça donne étonnamment une très bonne visibilité en France, donc c'est un événement très positif. Merci, j'espère que ces regards vous font réfléchir. Merci à nos experts et je vous souhaite à tous un très bon salon. Merci.